Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous retrouvons Gabar pour nous parler du mouvement de la jeunesse. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le mouvement de la jeunesse, ou plus particulièrement ce que recouvre le terme jeunesse dans le sens que lui donne le mouvement kurde? Tout d'abord, salut, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, avec vous pour ce podcast. Le mouvement de la jeunesse, c'est une partie de l'autonomie en fait dans le mouvement kurde. Dans le mouvement kurde, ce qui est souvent ce qu'on connaît beaucoup depuis l'Europe et puis qui est assez populaire, c'est l'autonomie du mouvement des femmes, l'autonomie du mouvement de libération des femmes. C'est-à-dire que y a des structures autonomes en fait au sein du mouvement. On va y avoir des comités en non-mixité de femmes, etc. Qui du coup vont structurer leur lutte. Non, ça c'est assez connu. J'en parle un peu comme ça vite fait, mais ça c'est la partie que tout le monde connaît. Ce que les gens connaissent moins et qui fait quand même partie de notre réalité, de notre pratique, c'est qu'on a plus ou pas tout à fait, mais on a la même pratique, la même autonomie pour la jeunesse. Dans la structure ou dans toute l'organisation, tu auras toujours un comité général qui va réunir tout le monde, toutes les classes, tous les genres et puis toutes les générations. Et puis dans ce comité général, tu auras un comité des femmes et un comité de la jeunesse. Et en gros, c'est comme ça que ça permet en fait d'avoir différentes voix qui s'articulent de manière différente et qui peuvent proposer différentes solutions à différentes thématiques. Pour nous, la jeunesse, pour partir un peu plus sur ce que c'est la définition de la jeunesse pour nous et puis comment du coup on réunit cette jeunesse. La jeunesse pour nous, c'est alors il y a une base un peu où on peut parler un peu de biologie, tu vois, de justement d'une période de la vie où on va un peu justement je sais pas comment dire ça, mais on va avoir une certaine force, une certaine capacité à envisager le monde, une volonté surtout en fait de changer le monde, tu vois, une volonté de penser le futur. En fait, c'est à ça qu'on fait référence, mais alors oui, il y a une base un peu biologique que je te dis, la jeunesse, tu vois, on va tout de suite plus ou moins penser à la même chose, à cette période qui vient tout de suite après l'enfance et qui vient un peu avant l'âge adulte. On pourrait dire ça comme ça. Après, pour nous, il s'agit pas tant de fixer ça à une période d'âge spécifique. On va dire genre c'est de 12 à, je sais pas, 20, 25 ans. Mais c'est plus une question de mentalité en fait. Pour nous, la jeunesse, c'est surtout un état d'esprit en fait qu'on retrouve dans tous les révolutionnaires en fait. Dans n'importe quelle révolution sociale, dans n'importe quel mouvement social à travers l'histoire, et je parle pas que des mouvements socialistes, mais aussi des mouvements beaucoup plus anciens, comme des mouvements religieux par exemple, par exemple les prophètes. Si je prends Jésus par exemple ou Mahomet, quand ils amènent leur discours, quand ils commencent leur travail de prophète entre guillemets, ce sont des jeunes. On peut prendre plein d'autres exemples en fait où il y a beaucoup de choses justement qui vont amener un changement dans l'humanité, amener un changement de mentalité, un changement de réflexion qui vont se développer autour d'une période de jeunesse en fait, où l'être humain il a cette capacité à justement à penser le futur et puis à se dire en fait, si je veux que mes vieux jours se passent bien, il faut que je change les choses maintenant. Et c'est ça que nous on appelle la jeunesse en fait, cette volonté de changer le monde en fait, cette volonté de le remettre en question, de le critiquer et cette volonté de passer de la théorie à la pratique. Parce que nous on considère que justement avec cette mentalité-là, avec cette énergie-là, la jeunesse elle a la capacité de jouer un rôle d'avant-garde en fait dans les mouvements sociaux, mais plus en général aussi dans les sociétés.
toutes les sociétés, elles ont bien conscience de cette chose-là, en fait, que la jeunesse, en fait, c'est la jeunesse qui a, si tu veux, enfin, pour redire la chose, le futur appartient à la jeunesse, en fait. Les 20 prochaines années, les prochaines décennies, ceux qui vont les vivre pleinement, c'est nous, en fait. Et donc, si on veut que ces prochaines décennies, elles correspondent à ce que nous on veut vivre, c'est à nous de nous responsabiliser maintenant et de prendre les choses en main maintenant. Donc tu disais qu'il y avait deux mouvements qui étaient autonomes, le mouvement des femmes et le mouvement de la jeunesse. Et quand on réfléchit en termes de domination systémique, c'est-à-dire des dominations qui sont portées à la fois par des structures étatiques et par les mentalités, l'agisme et le sexisme sont deux dominations qui existent, voilà, dont on peut prouver qu'elles existent parce que les femmes et les personnes du fait de leur jeune âge peuvent être discriminées et déconsidérées. Donc je pense que c'est pas anodin que le mouvement kurde ait choisi de rendre ces mouvements-là autonomes, c'est aussi pour qu'ils puissent se déployer, prendre leur place, sans se sentir écrasés dans un système où il y aurait des personnes qui potentiellement pourraient se sentir plus légitimes qu'elles et déconsidérer leurs paroles. Donc est-ce que toi tu connais un peu cet historique ? Voilà, comment est-ce qu'on en est venu à considérer que ces deux groupes-là spécifiquement avaient besoin d'un espace à part pour pouvoir s'extraire d'un potentiel système de domination qu'elles auraient pu subir si elles étaient restées dans un mouvement plus général. Ouais, alors tout à fait, ça vient de là, cette réflexion-là. Nous, on parle de gérontocratie quand on parle d'agisme. On parle de gérontocratie, ce qui signifie le système de pouvoir tenu entre les mains des vieux. En gros, c'est ça. Et du coup, oui, ça vient de là, ce besoin d'autonomie, l'espace en fait que ça libère pour ces deux catégories de gens, en fait, que ce soit les femmes ou les jeunes. Le fait justement de pouvoir travailler dans des structures autonomes, ça libère un espace créatif, ça libère un espace où on va se responsabiliser, on va faire le travail depuis notre point de vue, ce qui nous permet aussi d'amener des nouvelles choses, en fait, et d'être vraiment beaucoup plus créatif d'une certaine manière, beaucoup plus libre aussi d'une certaine manière, en se coupant d'un système patriarcal et gérontocrate. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, nous, comment est-ce que ça vient aussi de notre paradigme, de notre manière de voir de voir le monde, en fait, au final, et en particulier d'analyser l'histoire. Par exemple, quand on parle de la création de l'État ou la formation, par exemple, quand on parle de la création de l'État, on dit que l'État vient du patriarcat, qu'avant l'État, il y a le patriarcat, le système patriarcal qui se met en place. Quand on parle de la mise en place du système patriarcal, nous, on parle d'un moment où, en fait, il y a une trahison au sein de l'humanité qui se met en place, puisque on considère que les sociétés néolithiques, les sociétés pré-État, c'est majoritairement des sociétés matriarcales. À un moment dans l'histoire de l'humanité, il y a un switch qui s'opère où tout d'un coup il va y avoir une alliance, en fait, entre les hommes anciens, et Serokati parle de chamans, du coup les hommes adultes et les chamans qui sont un peu des entités spirituelles, qui sont un peu un leadership comme ça spirituel, qui vont s'accaparer la force de la jeunesse en aliénant, en fait, une partie de la jeunesse, et en utilisant cette jeunesse pour soumettre les femmes, en fait. Nous, c'est comme ça qu'on l'explique. Alors évidemment, on parle pas d'un moment spécifique, à telle date, telle heure, il s'est passé ça. Non, c'est plus un processus historique qui s'est mis en place sur plusieurs milliers d'années, j'imagine, au moins des siècles, quoi. Et on voit aussi, comme dans cette vision des choses, on voit aussi un peu comment on peut expliquer justement la mise en place du patriarcat. Pour nous, elle dépend aussi justement de la mise en place d'un système gérontocratique où la jeunesse est aliénée et elle est sortie justement de son rôle d'avant-garde de la société pour être mise au bénéfice des hommes vieux, en fait, dans ce sens-là. Quand je dis des hommes vieux, justement, je considère quelqu'un qui n'est plus jeune et qui est quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui s'assied sur ce qu'il a acquis dans sa vie et qui cherche plus qu'à défendre ses acquis.
Défendre sa propriété privée, défendre son petit statut social, et quand une fois il a à un moment dans sa vie il a réussi à construire ça, il s'assied dessus, et puis quelqu'un qui les normes existantes conviennent en fait aussi. Oui, c'est ça, qui va défendre un certain statu quo parce que ce statu quo lui permet d'exister socialement et matériellement aussi. Là, on sort de la mentalité de la jeunesse et on rentre dans une mentalité de vieux. Comment ils s'articulent ces trois mouvements? Parce que je pense à différentes choses, c'est-à-dire que déjà les femmes jeunes, voilà, est-ce qu'elles ont à choisir? Est-ce que souvent elles sont dans les pratiques? Est-ce qu'elles sont plutôt actives dans les deux? Et ensuite, comment est-ce qu'à un moment donné, puisque on a bien compris que la jeunesse c'était pas juste une question d'âge, comment est-ce que les personnes à un moment donné cessent de militer au sein du mouvement de la jeunesse? Est-ce qu'elles vont pas se dire tout d'un coup, ah moi je suis devenu un vieux ringard qui a atteint un certain nombre de privilèges et je suis pour le statu quo? Voilà, comment ça se passe concrètement? Est-ce que voilà, les personnes tout d'un coup naturellement, spontanément se mettent plus à militer dans le mouvement général? Enfin voilà, comment ça s'articule tout ça? Très simplement pour ce qui est des jeunes femmes, je peux te répondre assez très simplement parce que voilà, c'est très concret. Dans le mouvement de la jeunesse, on a aussi l'autonomie des femmes. Par exemple, il y a dans le mouvement de la jeunesse, il y a des comités des jeunes femmes. Et ce comité des jeunes femmes, elles vont aussi faire partie du mouvement des femmes. Par exemple, dans le mouvement des femmes, tu as aussi une autonomie de jeunesse. Donc les jeunes femmes, elles sont aussi représentées dans le mouvement des femmes, et les femmes sont aussi représentées dans le mouvement de la jeunesse. Il y a un peu une dialectique comme ça qui existe, qui est aussi très importante en fait. Après, pour ce qui est du travail des jeunes femmes, je t'invite à inviter une camarade pour en parler. Ce sera beaucoup plus pertinent que ce soit moi qui en parle. Après, pour ce qui est de comment on passe de la jeunesse au mouvement général, alors c'est plus compliqué déjà, mais dans la pratique, par exemple au Rojava, c'est souvent quand les gens commencent à avoir des enfants, à avoir justement une maison, etc. Petit à petit, on va leur dire bon ben merci camarade, c'était sympa d'être avec nous pendant ce moment-là, mais là il va falloir que tu laisses la place aux nouvelles générations. À peu près, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de camarades qui ont des enfants, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui continuent de travailler dans la jeunesse. Il n'empêche que on voit quand même bien le switch en fait. À partir du moment où tu as tes enfants, ben tu dois penser à autre chose en fait. Tu peux pas ne penser que à la lutte et puis à être 100% dans l'activisme, tu vois, enfin ce truc d'être dans la recherche, d'aller à gauche, à droite, à n'importe quelle heure, tu peux plus faire ça parce que et voilà, il y a des enfants qui dépendent de toi et de ce que tu vas ramener à la maison pour vivre en fait, pour survivre. Et dans ce sens-là, eh ben il y a un truc aussi une certaine dynamique qui se perd ou qui change du moins. Pas forcément qui se perd, mais qui change et qui du coup ne correspond plus trop à ce que nous on considère comme la jeunesse. Il faut bien se rendre compte aussi que quand je dis ça, notre définition de la jeunesse, c'est pas forcément quelque chose de monolithique et puis de gravé dans le marbre. Notre perception de la jeunesse, comme beaucoup de nos perceptions, ne sont pas des dogmes. Du coup, elles vont en évoluant aussi avec nos pratiques. Notre théorie évolue beaucoup avec la pratique et inversement. Donc, ce que je dis aujourd'hui est valable aujourd'hui et ne le sera peut-être pas dans 10 ans. Tu vois. Et toi, tu as été investi au sein du mouvement de la jeunesse dans 4 espaces-lieux différents. Voilà, est-ce que tu peux les lister, expliquer à quoi ils correspondent pour des personnes qui connaissent pas bien la situation des Kurdes, et nous dire un petit peu quels sont les combats différents et les modes de fonctionnement différents que tu as pu noter selon ces 4 espaces? Alors, pour lister, on peut la faire comme ça, assez simple par territoire. On peut dire, moi j'étais au Rojava, du coup j'ai passé plusieurs années là-bas. J'ai été au Bachour, en Irak, dans le nord de l'Irak, où je suis aussi resté un certain temps sur place. J'ai travaillé aussi en Europe. Et en Europe, par contre, j'ai un peu 2 espaces de travail différents. Un qui serait avec, qu'on pourrait considérer comme ça, avec la diaspora kurde, par exemple, avec les jeunes Kurdes. Et aussi au sein du mouvement internationaliste, donc ou dans la jeunesse, mais avec les internationaux, c'est-à-dire avec les non-kurdes, on peut dire ça. Ce serait un peu la liste que je peux te faire. Maintenant, les différences, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes quand on parle avec un jeune qui grandit en Syrie, avec un jeune qui grandit en Europe. Quelles que soient ses origines ethniques, qu'ils soient kurdes ou pas au final. Parce qu'au Rojava, il n'y a pas que des Kurdes, par exemple. Et même si tu vas dans les Comelles en Europe, il n'y a pas que des Kurdes.
Alors les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi d'autres ethnies, d'autres peuples qui sont aussi là et qui. Alors je précise, les Comelles, c'est les associations. Ah oui, pardon. Les Comelles, c'est les centres culturels et associations culturelles kurdes, quoi, qu'on retrouve en Europe. On dit Dernek ou Comel. Ça dépend. Tu vois, moi aussi j'ai appris un mot du coup. Évidemment, il y a beaucoup de différences. En plus de ça, non seulement les jeunes ils vont pas du coup se construire de la même manière parce que géographie différente, processus socio-historiques différents, mais en plus de ça, le contexte actuel est très différent. Par exemple, si je prends le Rojava, on est dans une zone qui est libérée, que nous on considère comme libérée, qui est auto-administrée en fait, où dans ce cas-là, en tant que jeunesse, en tant que mouvement de la jeunesse, on représente aussi l'auto-administration, on représente en fait la faction qui est au pouvoir en fait, simplement. Donc d'une certaine manière, on pourrait voir ça comme ça, un peu de manière très, on pourrait dire on est du côté du pouvoir au Rojava, tu vois. Alors même si il faudrait redéfinir ce que c'est le pouvoir au Rojava, mais on peut voir ça comme ça. Ce qui est une grande différence avec, par exemple, notre pratique en Irak, où on est plus dans du travail clandestin, parce qu'on est dans un travail contre les pouvoirs en place en fait en Irak, par exemple. Par exemple, en Irak, si tu te fais attraper et puis que voilà, on arrive à prouver que tu fais partie de la jeunesse, etc. C'est la prison, voire pire. Tu vois, prison, torture, des disparitions, etc. Enfin, c'est du coup rien que ça fait déjà un contexte très différent pour pouvoir travailler. Donc, quand tu parles de l'Irak, tu parles de la partie qui ne fait pas partie de la région autonome kurde. Non, je parle de la région autonome kurde du KRG. Ouais, bien sûr. Le KRG réprime très fortement le mouvement démocratique au Kurdistan même, alors qu'ils sont kurdes eux-mêmes, tu vois. Le KRG, faut pas oublier, c'est un parti nationaliste. Pas vraiment, enfin nationaliste dans le sens opportuniste. C'est pas qu'ils ont une idéologie nationaliste, ils ont pas vraiment d'idéologie en fait, ils font ce qu'ils peuvent pour défendre leurs intérêts et puis c'est tout, tu vois. Et du coup, dans ce sens-là, les mouvements démocratiques populaires, ça correspond pas trop avec leurs pratiques et à leurs intérêts économiques. Donc forcément, ils nous positionnent comme des ennemis politiques et ils nous persécutent. Alors ça, c'est déjà une grosse différence, tu vois, par rapport au contexte extérieur, je dirais. En Europe aussi, en fait, faut savoir que, tu vois, justement, l'autonomie des jeunesses du mouvement kurde, et là, je peux parler un peu plus du PKK aussi, tu vois, qui a un nom, ça s'appelle Komelejuan. Il est aussi listé comme une organisation terroriste à part. Et ça, et même en fait sur certaines listes dans certains pays, par exemple en Allemagne, le Komelejuan est considéré comme plus dangereux que le PKK. Parce qu'il y a tu vois, je crois que c'est en Allemagne, si je me trompe pas, peut-être. Il me semble qu'ils ont une liste avec l'ordre de dangerosité, un peu comme ça. Et tout en haut, t'as, l'État islamique. Et en deuxième, il y a Komelejuan, justement, du coup, les jeunesses du PKK. Et puis ensuite, le PKK. Du coup, il y a cette criminalisation aussi qui se fait en Europe, qui est quelque chose qui existe, quoi. Ça, faut s'en rendre compte aussi, quoi. Et le dernier espace que tu as moins abordé, c'est celui des internationalistes. Donc peut-être redéfinir internationaliste pour les personnes qui connaissent pas. Et comment toi tu t'inscris du coup dans le mouvement de la jeunesse internationaliste? Alors, pour parler d'internationalisme, il faut qu'on parle d'internationalisme. L'internationalisme dans le mouvement kurde, c'est quelque chose qui est là depuis le tout début. Quand Abdullah Öcalan il commence à penser le PKK, quand il commence à penser le mouvement de libération du Kurdistan, il va se réunir avec deux amis, deux camarades à lui qui sont aussi des amis. Et ces deux amis-là, il y en a un qui est turc et l'autre il est Laz. Et ces deux camarades-là, ces trois camarades-là, du coup ensemble avec Abdullah Öcalan, ils vont petit à petit mettre en place la dynamique qui va quelques années plus tard, 4-5 ans après, amener la création du PKK. C'est la base du mouvement de libération comme on le connaît aujourd'hui. Justement, le Rojava, YPG, YPG, généalogie, mouvement de libération des femmes, etc., mouvement des jeunesses, etc. Tout ça part de ce petit groupe. Dès le départ, PKK, intègre un certain internationalisme, une certaine volonté de créer des ponts entre les peuples, en fait. Le PKK n'a jamais été un mouvement qui pensait qu'au Kurdistan ou qui pensait qu'aux Kurdes. Maintenant, après ça, étape par étape, l'internationalisme dans la pratique et aussi dans la théorie, il s'est développé en fait à travers l'histoire du mouvement, à travers la lutte.
on pourrait citer plusieurs étapes, mais je pense que un peu les plus importantes pour parler de la jeunesse, ça va être surtout au moment où en Allemagne il y a une grande criminalisation des mouvements de gauche radicale allemande. Et de ce fait-là, il y a toute une population de jeunes Allemands qui vont rejoindre PKK. Je te parle de ça, c'est les années 90, et qui du coup, tout d'un coup, vont faire comme une sorte de, je sais pas, qui vont amener quelque chose de nouveau en fait, parce que c'est un peu la première fois que c'est des Européens qui ont grandi en Europe, qui vont se retrouver dans les montagnes du Kurdistan, à faire partie des académies, etc. Et puis du coup à faire une sorte aussi de production idéologique, réflexion politique, et puis justement de rentrer dans cette pratique-là. Ça va amener déjà une première phase d'internationalisme, plus concrètement, disons, de sortir l'internationalisme de seulement du Moyen-Orient. Parce qu'il y avait déjà, tu vois, ce truc-là où même avant ça, en fait, moi je vais loin, je vais dans les années 90, mais même avant ça, le PKK quand il forme par exemple ces mouvements de guérilla, etc., il va avec les mouvements palestiniens au Liban se former. Et une des premières bataille rangée à laquelle le PKK participe officiellement, c'est un moment de guerre contre l'État d'Israël. Tu vois, et du coup, il y a ça, c'est quelque chose, c'est ça que je voulais illustrer en fait, c'est de dire que l'internationalisme a toujours fait partie du mouvement kurde, mais avec des étapes différentes qui vont amener à des situations différentes. Du coup, je reviens à 90, à peu près, hein, quand t'as ces jeunes Allemands qui vont rejoindre la lutte, et avec du coup des camarades qui vont participer à différentes structures de travail, dont certaines qui vont tomber martyrs aussi dans les montagnes. Par exemple, Andrea Wolf, qui aujourd'hui est une des grandes figures un peu de l'internationalisme au sein du mouvement. Il y a une académie qui porte son nom, par exemple, justement une académie d'internationalistes qui porte son nom. Et après, justement, alors plus dans les années 2000 et même 2014 à peu près, avec la révolution au Rojava, donc après 2012, mais en particulier après ou pendant la bataille de Kobané, du coup au Rojava contre l'État islamique, il va y avoir aussi de nouveau plein d'internationalistes qui vont arriver au Rojava et qui vont commencer à construire un pont, en fait matérialiser un pont entre les restes du monde et le Kurdistan. À ce moment-là, il y a une nouvelle dynamique qui va se mettre en place parce qu'il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'intérêt aussi. C'est cette période-là qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens connaissent le Kurdistan, connaissent les luttes kurdes et le mouvement de libération du Kurdistan. C'est vraiment à ce moment-là, 2014-2015, la bataille de Kobané. Et à partir de ce moment-là, justement, on va avoir un afflux, c'est plusieurs centaines de jeunes en particulier, mais pas que, qui vont arriver au Rojava, qui vont participer à la révolution sous plusieurs formes, que ce soit dans le travail civil, de santé, d'éducation ou d'infrastructure par exemple, que ce soit dans le travail militaire. Il y a aussi eu beaucoup de volontaires qui ont rejoint les YPG et les YPG, comme par exemple justement les brigades internationalistes de la guerre d'Espagne en 1936, pour ceux qui ont la référence. Et du coup, il y a un peu cet esprit-là, tu vois, dans notre mouvement. C'est quelque chose qu'on défend aussi de manière idéologique, mais aussi dans la pratique. Et du coup, bon, alors pour revenir un peu plus à aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça veut dire que le mouvement kurde, comme je disais avant, en fait, c'est presque une erreur de dire le mouvement kurde, parce que le mouvement kurde, il n'est pas que kurde, en fait. Et dans le mouvement kurde, justement, il y a plein de gens qui ne sont pas kurdes, mais qui réfléchissent au système politique, qui réfléchissent justement à cette réponse politique qu'on amène à l'État, au patriarcat, à l'écocide, etc., au capitalisme, avec la perspective que le mouvement kurde a créé. Et du coup, aujourd'hui, le travail internationaliste du mouvement kurde, justement, c'est ça, c'est de répandre un peu justement ces réflexions-là et d'étendre tu dis un peu la sphère de travail. Dans ce sens-là, on est en contact et on essaie d'établir de plus en plus de contacts avec d'autres mouvements à d'autres lieux et d'établir et d'incarner aussi en fait une sorte de dialogue, un pont si tu veux entre différentes géographies, soit par exemple avec des camarades indigènes en Colombie, au Chili, en Argentine par exemple, mais aussi en Inde, en Indonésie, en Malaisie, et dans tous ces États-nations qui en fait reproduisent les mêmes oppressions que nous on connaît
au Kurdistan, tu vois. C'est parce que dans notre vision des choses, voilà, le Kurdistan, c'est une colonie qui est colonisée par 4 États-nations, et ce système-là d'oppression, on le voit répété à plein d'endroits, et du coup, ça nous donne aussi, si tu veux, un peu des sphères d'échange en fait avec d'autres luttes, avec d'autres camarades, et pour nous, l'internationalisme aussi aujourd'hui, c'est ça, tu vois, c'est justement de ne pas focus que sur le Kurdistan et de pas être chauvin au final, tu vois, de ne penser qu'au Kurdistan, c'est tout pour le Kurdistan. Non, c'est pas ça notre lutte, et c'est pas ça la philosophie de Abdullah Öcalan. Sa philosophie, c'est un cadeau pour l'humanité au final. Ses réflexions, c'est un cadeau qu'il fait à l'humanité, et nous, on veut participer à amener ce cadeau-là à d'autres gens. Mais dans le sens pas dans le sens que nous on a la raison, on a toute la vérité et tout. Non, c'est pas ça. C'est plus que maintenant, aujourd'hui, on se rend bien compte, tu vois, que notre mouvement, il incarne un certain espoir, il incarne une certaine capacité en fait des peuples à s'auto-organiser contre l'État et contre le capitalisme, contre l'écocide aussi, et qu'on incarne cet espoir-là, et que on a été capable de faire des choses, d'avoir des victoires en fait. Et on a été capable justement d'avoir une certaine force, que ce soit une force physique, mais je parle plutôt d'une force métaphysique, dans le sens une force politique, une force symbolique, tu vois, culturelle, etc. Et ça, c'est une grande responsabilité. Hein. Pour nous, c'est une grande responsabilité, et du coup, on sait aussi que notre révolution, si on parle que de la révolution du Kurdistan, par exemple, on sera jamais victorieux tant que cette révolution-là, elle aura pas essaimé ailleurs, en fait. Et du coup, pour nous, l'internationalisme, c'est ça. C'est en se basant avec la force qu'on a réussi à créer, essayer de renforcer les mouvements ailleurs, en fait, pour qu'en fait notre révolution et leur révolution deviennent notre révolution, tu vois. C'est ça qu'on veut. Alors, vous avez un certain nombre de bases théoriques. Hein. Tu as évoqué Abdullah Öcalan, qui a fourni un certain nombre d'écrits qui, pour vous, sont des bases de réflexion. Mais je voudrais qu'on parle plus spécifiquement de ce qui a été nommé le manifeste de la jeunesse. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui l'a rédigé, comment il s'est créé? Est-ce que c'est une œuvre individuelle, collective? Quel en est le contenu? Et voilà, à quoi ça vous sert? Est-ce que c'est un peu votre manuel de chevet au mouvement de la jeunesse? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ouvrage? Oui, alors le manifeste de la jeunesse, c'est un livre qui a mis beaucoup de temps à être écrit. C'est un peu notre livre de chevet. Oui, effectivement, quand on est un militant de la jeunesse, je pense que c'est un peu une lecture obligatoire pour bien comprendre. Tu m'as fait un petit peu peur au début quand tu m'en as parlé, parce que tu m'as dit qu'il faisait 500 pages. Je me suis dit au secours. Donc pour les personnes qui seraient tentées de le lire, alors il peut s'acheter. En tout cas, moi je les trouve en allemand sur des sites internet. J'imagine qu'il y a une version française qui est disponible également. Pas sûr. Bon, on peut le lire en anglais en tout cas, en allemand, en kurde, j'imagine. Enfin, dans plusieurs langues. Peut-être pas en français, on vérifiera. Bon, il fait moins de 200 pages. Voilà. Oui, alors on est en train de travailler sur la version française, elle n'est pas encore sortie, mais on travaille dessus, on espère que ça sera bientôt prêt. Oui, alors le manifeste de la jeunesse, du coup, c'est un texte qui a mis beaucoup de temps à être écrit, qui est le fruit de plusieurs années de travail et de réflexion, vraiment beaucoup. C'est un texte qui a été écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois avant d'être enfin publié. Alors c'est un petit comité de camarades qui ont du coup eu la responsabilité de rédiger le texte, mais c'est la globalité du mouvement de la jeunesse qui a participé à la création de ce texte, en faisant des recherches, en faisant des réunions, en faisant des réflexions. C'est aussi des textes qui sont issus des grandes discussions qui ont eu lieu lors des congrès du mouvement de la jeunesse. C'est un peu comme ça que ce texte s'est écrit, ce manifeste s'est écrit. Et on fait du coup référence à un peu plein de choses, justement de définir ce qu'est la jeunesse, quel est le rôle de la jeunesse, historiquement parlant, d'où ça vient la jeunesse, tu vois, plein de questions comme ça auxquelles on a eu envie d'apporter des réponses, enfin on a vu la nécessité d'apporter des réponses, et où on a mis un effort commun pour amener des réponses un peu concrètes, mais plus que amener des réponses concrètes, c'était plus de développer des pistes de réflexion aussi. Parce que aujourd'hui, on pense pas que ça a du sens de dire à la jeunesse c'est ça, de A à X, c'est la jeunesse, et en dehors c'est pas la jeunesse. C'est pas ça la question. La question justement c'est de se rendre compte qu'il faut qu'on pense la jeunesse. C'est quoi la jeunesse? C'est quoi justement cette dynamique de jeunesse? Et
et comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans dans cet esprit-là. Et du coup, c'est pour ça, dans ce manifeste, on amène surtout des pistes de réflexion. Je pense que c'est ça qui est important et qui est intéressant pour, pas que pour nous en tant que militants de la jeunesse, mais aussi pour tout militant, tout révolutionnaire à travers le monde. Je pense que c'est des réflexions qui sont riches et très intéressantes. En gros, voilà, je peux te résumer plus ou moins le bouquin comme ça. Qu'est-ce que vous réalisez concrètement comme action en tant que mouvement de la jeunesse? Alors j'aimerais que tu nous parles à la fois de choses qui ont un caractère récurrent. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui sont annuelles que vous allez organiser, et puis des choses qui ont un caractère plus exceptionnel. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez être amené à mener comme action en tant que mouvement de la jeunesse? Bon, alors une des choses du coup qui est récurrent, qu'on fait chaque année, c'est la longue marche qu'on fait en Europe. Pas que en Europe d'ailleurs, en fait, je pense à celle d'Europe parce que c'est la plus médiatisée, mais en fait, elle a aussi lieu dans les autres territoires du Kurdistan, sauf au Bakour. Sauf en Turquie, du coup, parce que c'est un peu compliqué avec la répression là-bas de s'afficher ouvertement pour la liberté d'Abdullah Öcalan. Mais dans les autres territoires, on le fait. Donc c'est une longue marche pour demander la libération du leader kurde Abdullah Öcalan. C'est ça exactement. Et du coup, alors c'est une longue marche où le mouvement en général participe, tout le mouvement participe, mais chaque année il y a les marches de la jeunesse en fait. Souvent, justement, on va tous se retrouver le dernier jour avec tout le monde, tu vois, avec tout le mouvement général. Mais les jours avant, la jeunesse, elle va en faire plus, tu vois. Au lieu de marcher qu'un seul jour, nous, on va marcher 1 semaine, 2 semaines. Et c'est un peu ça, la jeunesse aussi, au final. C'est de mettre encore plus d'efforts parce qu'on a cette capacité à pouvoir le faire, donc on le fait. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait annuellement depuis une dizaine d'années maintenant. Je sais pas exactement quand est-ce qu'on a commencé, mais au moins 10 ans. La jeunesse aussi, on organise des festivals de jeunesse. Par exemple, cette année, c'était à Lützerath, en Allemagne, dans cette forêt qui était occupée d'ailleurs, qui l'est plus, qui était occupée, où justement on a fait un lien entre la jeunesse kurde en lutte et la jeunesse allemande en lutte aussi. Tu vois, c'est pour ça que je t'en parle parce que c'était un moment important où justement on a réussi un peu à faire cette espèce de lien que je te parlais tout à l'heure en parlant d'internationalisme. Maintenant, on a un peu des événements comme ça. Ça, c'est pour l'Europe. Après, au Rojava, par exemple, on va avoir justement les longues marches aussi chaque année. On en a même plusieurs en fait à différents moments. On a aussi le festival de la jeunesse qui va s'organiser plus ou moins sur chaque ville au Rojava chaque année, au moins une fois. Après, au Rojava, par exemple, plus ou moins toutes les manifestations et toutes les démonstrations un peu justement dans la rue publique, c'est plus ou moins la jeunesse qui vraiment 90% de ce qui se fait de manifestations, etc., c'est la jeunesse qui organise. Après, ça veut pas dire que le reste de la société vient pas participer à nos manifs. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste, c'est nous qui organisons, c'est nous qui amenons les drapeaux, c'est nous qui vont, je sais pas, amener la sono et préparer les trucs, faire la communication avec les journalistes, etc., etc. Tu vois, tout ce travail-là un peu militant, c'est nous qui allons le faire. La jeunesse, elle est très dans l'action, en fait, dans la pratique. Donc, par exemple, à Rojava, c'est quelque chose où on est très actif là-dessus. On est vraiment très mobilisé dans la rue, au final, en tant que jeunesse, de manière assez récurrente. Après, ici, en plus général, un peu partout, dans les différents territoires, je dirais que la jeunesse, on passe beaucoup de temps dans la société. On passe beaucoup de temps à visiter des familles, à discuter. On passe beaucoup de temps en formation aussi. Par exemple, par rapport à d'autres branches du mouvement, la jeunesse, elle fait énormément de formations. C'est au minimum une formation de 2 à 3 mois par an pour les militants, tu vois. Ce qui est quand même qui est une moyenne plus haute que le reste du mouvement, par exemple. Et des formations dont les thématiques sont lesquelles? Alors c'est souvent, c'est presque exclusivement des formations idéologiques où on va, alors je dis idéologique, c'est que c'est un peu un gros mot en France comme ça, mais des fois il faut dire aussi les vraies choses. On fait une formation idéologique dans le sens où on va réfléchir en fait. On va réfléchir à c'est quoi notre proposition politique. On va réfléchir à c'est quoi notre vision du monde, parce que c'est ça, idéologique en fait. C'est une idéologie, c'est une sorte de paire de lunettes que tu mets devant tes yeux et qui te permet de voir le monde, de visionner le monde. Plus qu'une formation, c'est plus des séminaires, puisque l'objectif c'est pas qu'on te donne un canevas de ce qu'il faut penser, mais qu'on te donne des outils pour réfléchir
à partir d'un constat commun qui est que la société est patriarcale, qu'il y a un écocide, que le capitalisme est problématique, et c'est à partir de ces constats-là réfléchir à quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Oui, c'est ça. Oui, alors, faut que tu m'excuses, j'ai dit formation parce que tu sais, le français c'est pas ma langue maternelle, même si je parle bien français. Et que du coup, ce n'est absolument pas, on peut absolument pas deviner que ce n'est pas ta langue maternelle. Oui, ouais. Non, effectivement. Alors oui, je pense que du coup séminaire c'est un mot qui correspond mieux. Oui, c'est on va parler par exemple dans justement dans ces séminaires, on va voir des cours ou des justement des séminaires de philosophie par exemple ou d'histoire où on va repenser l'histoire, tu vois. Ça va pas être la même histoire que tu as à l'école ici, tu vois, ou en Turquie ou en Syrie. On a notre propre vision d'un développement historique, d'un processus historique, et une histoire qui serait pas écrite par les dominants. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, tu vois. On a justement toute une vision aussi des sciences humaines qui est basée sur les recherches de nos camarades de gynéologie, par exemple. Je sais pas si tu as déjà fait quelque chose sur la gynéologie. C'est un objectif. Ok, très bien. Bah, du coup, je peux résumer vite fait. La gynéologie, du coup, c'est une vision des sciences depuis la perspective des femmes. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est un peu de réécrire les sciences, en particulier les sciences humaines, mais pas que, depuis le point de vue du mouvement de libération des femmes. Et donc, beaucoup des séminaires qu'on reçoit justement pendant ces moments-là, ça vient aussi beaucoup justement de gynéologie ou des travaux de recherche qui ont été faits dans le mouvement ou à travers la pratique du mouvement. Pas que, parce que de toute façon, même si on prend par exemple les textes de Abdullah Öcalan, c'est pas que lui tout seul, tu vois. Abdullah Öcalan, ce qu'il a fait, son travail à lui, c'est surtout une synthèse en fait. Son génie, il vient de là en fait. C'est d'une synthèse qu'il a réussi à faire en prenant des recherches et des travaux d'autres gens, tu vois, d'autres sociologues, d'autres économistes, d'autres historiens, etc. Et il a fait une synthèse. Nous, ce qu'on va étudier là, ça va être ça, tu vois, justement. Ça va être un peu la philosophie d'Abdullah Öcalan, d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il nous explique, qu'est-ce qu'il nous raconte à travers son point de vue, à travers cette synthèse justement qu'il a réussi à développer. Et après, ensuite, de réfléchir en fait comment est-ce qu'on amène ça dans la pratique. Est-ce que pour les personnes qui veulent pas nécessairement tout de suite suivre une formation ou un séminaire de 2-3 mois, tu peux nous expliquer ce que c'est l'Edgerine et TCS? Parce que je pense que c'est deux choses qui sont pas comparables, parce que c'est un écrit et l'autre c'est un groupe, mais qui peut permettre à des personnes qui souhaiteraient en savoir plus de se renseigner et peut-être de commencer à militer. Oui, alors je vais te corriger hein, parce que j'espère bien. Ça se dit l'Edgerine. Ah ok. Merci. Et TCS. Ça, j'arriverai pas à le dire pour l'instant, mais un jour. Alors il y a ça, il y a aussi le réseau Serildan en France, en particulier qu'on peut mentionner parce que ce sont aussi nos amis, nos camarades et puis on les aime beaucoup. Qui font un super boulot, donc faut vraiment pas hésiter à aller sur leur site internet. Voilà, ils ont aussi leur réseau Instagram, Twitter, etc. Du coup, c'est vraiment facile de les suivre. Alors le premier, l'Edgerine, c'est une revue. En fait, c'est un magazine qu'on a commencé à écrire il y a quelques années maintenant. Je crois 2 ans, 3 ans. Le but c'était d'amener du matériel dans différentes langues en fait parce que tout à l'heure on parlait du manifeste et du fait qu'il n'est pas encore traduit en français. Il y a énormément de textes comme ça en fait où c'est pas encore traduit en français ou dans d'autres langues. Alors l'Edgerine, c'est un magazine du coup qu'on publie tous les 3-4 mois si je ne me trompe pas et il est traduit en 7 langues. Du coup, normalement, vous pouvez le lire. Ça, c'est la bonne chose. Il faut aller le chercher sur le site. Ça s'appelle revistaledgerine.com parce qu'à la base, il a été pensé pour l'Amérique du Sud. À la base, il a été pensé pour l'Amérique du Sud, mais très très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui demandaient à pouvoir le lire dans d'autres langues et puis des comités qui sont formés un peu partout en Europe et par exemple en Asie aussi pour soutenir ce travail-là et pour faire partie de ce travail-là. Et du coup, assez vite, on s'est mis à le traduire non seulement en espagnol, mais aussi en anglais, en français, en portugais, en grec, en italien. Voilà. Et il y a un lien entre l'Edgerine et le mouvement de la jeunesse? Alors, il y a un lien entre l'Edgerine et le mouvement de la jeunesse, oui, parce que l'Edgerine, c'est le magazine du mouvement internationaliste, en fait. Mais la plupart des gens qui écrivent dedans sont des membres de la jeunesse.
Alors, c'est pas officiellement que la jeunesse qui est écrite dedans, mais il y a beaucoup de textes qui viennent de la jeunesse, qui parlent de la jeunesse, qui parlent un peu justement de cette perspective de jeunesse. Du coup, c'est un magazine internationaliste qui cherche à justement à parler de ce que c'est l'internationalisme dans le mouvement kurde, mais aussi à travers ce prisme de l'internationalisme, à discuter aussi des luttes qui se passent ailleurs. Alors ça, ce serait pour le magazine Legerin. Et peut-être aussi, je peux raconter ça vite fait. Legerin, ça veut dire recherche, la recherche. Et c'est aussi le nom de guerre de Alina Sanchez, qui est une camarade argentine qui avait rejoint les rangs de la guérilla en 2011 et qui a fait tout un travail justement d'internationalisme au sein du mouvement kurde et en lien avec l'Argentine. Du coup, elle a beaucoup travaillé aussi en Amérique du Sud et au Kurdistan, et elle a incarné justement ce pont dont je te parlais tout à l'heure, et elle a incarné justement cet internationalisme que nous on défend, notre vision de l'internationalisme. Et du coup, chez Legerin, elle représente aussi beaucoup ça, et comme on voulait faire quelque chose pour l'Amérique du Sud, on a choisi le nom de Legerin, qui aussi a du sens parce que ça veut dire recherche, et du coup c'est un peu c'est dans ce processus de recherche de vérité un peu. Maintenant, TGC, le groupe, ou même on peut plutôt parler d'un réseau en fait, c'est Tevgala Juwanen Shoresger, ce qui veut dire le mouvement des jeunes révolutionnaires. C'est la jeunesse. Purement et simplement, c'est le nom de nos groupes de jeunesse, où tu vas retrouver des comités un peu partout, en Europe, en France, au Kurdistan, que ce soit en Syrie, en Irak, en Iran aussi, ou en Turquie. On a tous plus ou moins se recouper sous le nom de TGC. Ça c'est notre réseau à nous, c'est nos comités, nos petites communes de jeunesse qui se développent un peu partout. Et puis du coup, par exemple, ceux et celles qui vont participer aux manifestations, justement la longue marche, etc. C'est souvent des militants de TGC. Voilà, qui sont, et je pense que ça c'est une information effectivement importante, des groupes locaux. Donc ça veut dire que on peut, si on veut militer, en rencontrant les personnes, en étant dans des espaces d'échange de visu, c'est possible quand il y a des groupes locaux qui existent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller au Comel, au centre culturel, et puis demander, à rencontrer les camarades des TGC. Alors pour parler de Serildan, Serildan c'est un réseau d'internationalistes qui est focus sur le travail internationalisme. Du coup ça c'est un réseau qui existe en francophonie. Je vais pas dire qu'en France, sinon les camarades belges vont me taper sur les doigts. Mais voilà, du coup ce réseau Serildan, si je me trompe pas, ils sont présents en Suisse, en Belgique et en France. Du coup il y a plusieurs comités un peu partout. Et aussi, vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Serildan avec un H entre le R et le. Et on peut peut-être aussi parler alors j'ai sans doute mal le prononcer également, mais on peut peut-être aussi parler de Nuchechiwan. Ah, Nuchechiwan. Ça va, tu t'en es pas trop mal sorti sur ce coup-là. Oui, Nuchechiwan, c'est notre organe de presse officiel en tant que mouvement de la jeunesse. Du coup, vous retrouverez un peu toutes les infos qu'on publie nous en tant que jeunesse. Moi, je suis allée faire un tour hier sur le site, et l'impression que j'ai eue, c'est que vous avez une liberté de ton que les personnes qui ne font plus partie de le mouvement de la jeunesse n'ont plus. Parce que à partir du moment où on est plus âgé, de fait, on est très souvent plus dans des besoins de pouvoir dialoguer avec des politiques, d'être dans des réseaux. Et forcément, ce rôle qui inclut une certaine forme de diplomatie entrave une liberté de parole, en règle générale. Et quand j'ai lu votre site internet, notamment j'ai lu un article par rapport à la mort de Naël, j'ai trouvé une parole très directe, très engagée sur les questions antiracistes, qui venait aussi poser la question de la responsabilité étatique. Et ça, c'est des choses que j'ai pas retrouvées dans le mouvement kurde général. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce constat de dire que quand on explique que la jeunesse, c'est pas juste de l'âge, c'est aussi un concept sociologique d'un état de fonctionnement, d'un état de liberté aussi, ça se traduit aussi dans vos écrits, c'est-à-dire que vous avez une liberté de ton et de rentre dedans, j'ai envie de dire, que n'a plus le mouvement général en fait. Bah oui, c'est sûr, et c'est d'où tout l'intérêt aussi, je pense, justement de cette autonomie de jeunesse, tu vois. Alors
voilà, ça crée des frictions aussi des fois, hein, au sein du mouvement même. Hein. Faut pas s'imaginer que tout est beau, tout est joli tout le temps. Non, mais effectivement, cette liberté de ton, c'est quelque chose qu'on revendique et qu'on défend aussi justement avec cette autonomie de la jeunesse. Mais oui, du coup, ouais, effectivement, on est beaucoup plus radicaux sur certaines approches ou certaines analyses. C'est pas tant qu'on soit plus radical, mais c'est qu'on se permet de le dire. Parce que je pense pas que nos camarades du mouvement général en pensent moins. C'est juste qu'ils en disent moins, je pense. Enfin, je l'espère au moins. Je pense vraiment aussi que justement ce truc de jeunesse, en fait, c'est quelque chose qu'on garde, que tous les révolutionnaires gardent dans le cœur, en fait, de défendre cette jeunesse un peu, cette mentalité de jeunesse, cette flamme un peu qui brûle en nous un peu. Mais c'est vrai, comme tu dis, quoi, que une fois que t'es engagé dans des discussions avec l'administration française, par exemple, et avec des politiciens, etc., eh ben, tu dois défendre une certaine image, tu dois défendre une certaine légitimité de parole, etc. Puis, et du coup, ça te met dans un autre jeu politique, en fait. Et justement, pour donner un exemple, là, le plus souvent dans le mouvement, en tant qu'autonomie, où est-ce qu'on pose pas de problème, mais où il y a des frictions, disons, où il y a des contradictions, c'est avec le travail de diplomatie. Non, nos camarades qui font du mouvement général, du coup, qui font de la diplomatie avec les États, par exemple, avec les États-nations, parce que ça existe aussi. Hein, notre mouvement, il est à ce point grand qu'on peut se permettre de dialoguer avec les États-nations. Et ben nos camarades de diplomatie, des fois, ils sont là, bon, les jeunes, essayez de calmer un peu le jeu parce qu'on est dans un truc là, il faut que ça se passe bien, tu vois. Et puis voilà, après c'est normal, voilà, c'est des contradictions qui sont normales aussi qui se créent dans la pratique. Et justement aussi toute cette capacité là en fait, je pense aussi que nos camarades de diplomatie par exemple, quand ils font bien leur travail, quand ils sont capables de bien faire leur travail, c'est aussi quand ils utilisent, tu vois, cette force de la jeunesse, cette revendication de la jeunesse, cette espèce un peu de cette jeunesse un peu vindicative, tu vois. Puis dire, bon, bah, regardez, maintenant, nos jeunes, ils sont énervés. Tu vois. Et d'utiliser ça aussi en diplomatie, bah, ça peut leur servir, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je pense, là, on a une bonne symbiose, en fait, entre les deux. Mais ça marche pas toujours aussi bien. On aimerait bien que ce soit tout le temps comme ça, mais évidemment, forcément, il y a des moments où ça fait de la contradiction, et puis, ça clash un peu, mais c'est normal. Ça fait partie aussi de quand tu vis en collectivité, quand tu structures les choses, les luttes, il y a des contradictions. Et c'est vrai que parfois on a du mal avec les contradictions, c'est quelque chose qu'on, en tant que militant, on a du mal à appréhender, et je trouve qu'il y a une réflexion qui est de plus en plus forte, en tout cas dans les milieux féministes, et notamment en lien avec un livre qui a été écrit par Sarah Schulman et dont le titre est très éloquent, où elle dit le conflit n'est pas une agression. Et on a souvent tendance à confondre les deux, c'est-à-dire que dès qu'il y a des accords, on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'agressif, alors qu'en fait, il peut y avoir conflit. Le conflit, ça peut être quelque chose de positif, voilà, qui amène de part et d'autre des personnes qui n'ont pas une idée 100% identique à dialoguer, et puis à trouver une voie de consensus, à évoluer de part et d'autre. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est aussi notre pratique à nous, tu vois. Même des fois, on se sert du conflit en fait. Ça aussi, pour nous, c'est une énergie dans notre pratique militante. Tu vois, je pense que t'as entendu parler des Tech 1000, des critiques autocritiques, où justement, où en fait, on amène le conflit sur la table, on le pose sur la table, tu vois, et on en discute ensemble, quoi, et on le prend en main. Moi, c'est un truc qui me choque beaucoup ici en Europe, dans les milieux militants en particulier, à quel point justement sur des petites choses, les groupes, les collectifs se splitent, il y a des scissions dans les partis. Et en fait, c'est fou parce que c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps, tu vois. Il y a des partis qui se créent et ça dure 50 et là, enfin, ça tient un peu et paf, scission. Et en fait, au final, justement, par exemple, là à Paris, on aimerait bien, tu vois, par exemple, on aimerait bien en tant que mouvement de la jeunesse kurde, on aimerait rentrer en contact avec des collectifs. Et en fait, ça change tout le temps. Et ouais, en fait, le problème, c'est que c'est difficile, quoi, d'être dans un rapport organisationnel parce que, soit les collectifs, c'est pas des collectifs, c'est juste des groupes affinitaires et que du coup, ils assument pas, d'être structurés ou d'être un groupe militant, etc. Et du coup, c'est difficile d'être en relation à ce moment-là. Les partis ou les jeunesses de partis, c'est scission sur scission et du coup, c'est compliqué aussi d'avoir un dialogue, quoi. Et puis le problème aussi, c'est qu'à Paris en particulier, tu vas discuter avec un groupe
Et puis après, du coup, t'as l'autre moitié de Paris qui veut plus te parler parce que t'as parlé avec tel groupe. Mais nous, on n'est pas de Paris, tu vois. Et nous, on sait pas, on connaît pas ces conflits-là. Et du coup, c'est un piège. Ouais, tout à fait. Et puis si jamais t'as parlé à un tel en tant que personne ou en tant que groupe, on t'associe directement et puis tu peux facilement être ostracisé. Enfin, Oui. Ouais, il y a des fonctionnements qui sont très ancrés dans le clivage en fait. Oui, c'est ça. Et puis aussi justement par rapport à ces conflits et ces contradictions, tu vois, il y a beaucoup de gens aussi, et je l'ai vu beaucoup, par exemple, quand on a fait un peu des événements sur Paris en particulier, où ils vont chercher la petite bête, tu vois. Ils vont chercher la contradiction, et moi, j'ai très bien, tu vois, on a des contradictions, nous, on a une idéologie à nous, voilà, on assume des positions politiques et idéologiques. Qu'on ait des contradictions, pour moi, ça pose aucun problème. Le truc, c'est que les gens, des fois, il y a des gens je trouve un peu mal intentionnés aussi, tu vois. Ils amènent une contradiction et disent, ah, mais du coup, on va pas travailler avec vous parce que vous pensez comme ça. Et puis nous, on tombe un peu dénus parce qu'on est là, mais en fait, oui, on pense comme ça, mais on peut dialoguer, tu vois. Et on peut travailler ensemble, en fait. Je pense que cette difficulté qui est très inhérente à l'ultra-gauche, au mouvement un peu progressiste, c'est aussi que finalement, il y a des moments où on déteste plus des personnes avec qui on pense 80% des choses en commun que des personnes qui sont clairement nos ennemis idéologiques. Oui. Mais je pense qu'il manque un terme aussi pour définir ça, et moi j'en ai beaucoup parlé autour de moi parce que c'est quelque chose qui me perturbe vraiment de manière forte, de voir à quel point il y a des tensions, des clivages qui sont des points de rupture, etc. Alors on me proposait le narcissisme des petites différences. Bon, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, mais c'est vrai que du coup on se met à détester des personnes alors que on pense beaucoup de choses en commun, mais parce qu'il y a un point particulier qui fait scission, et en fait on ne peut plus se parler, quoi. Et je pense qu'on a vraiment, si on veut un jour créer une gauche forte, qui soit un tant soit un peu unitaire et qui perde pas son énergie dans les conflits, il va falloir qu'on réfléchisse à comment être ensemble dans le désaccord, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, dans une certaine forme de désaccord. C'est ça. Et tu vois, nous, moi, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, qui revient beaucoup sur la table, parce que c'est toujours un peu le truc. Nous, on est toujours étonnés et on réfléchit beaucoup là-dessus, sur justement comment créer cette dynamique. Serokati, Abdullah Öcalan, il dit 90% de notre combat, c'est à l'intérieur. En fait, c'est contre l'ennemi à l'intérieur qu'on a en nous. Et 10% seulement contre l'ennemi politique, l'ennemi extérieur. Serokati, quand il dit quelque chose, il pèse ses mots. Tu vois, quand il dit ennemi, voilà, il y a un ennemi, tu vois, quelqu'un qu'il faut tuer. Tu vois, on parle dans un contexte de guerre, on est dans un contexte de guerre au Kurdistan, hein, on n'est pas, voilà, effectivement, le soldat turc qui fait une invasion est très difficile de discuter avec, d'avoir un dialogue dans ce sens-là, tu vois. Et quand il dit 90% de la lutte, c'est l'ennemi intérieur, d'abord on parle de nous-mêmes, on parle de ce que moi, Valgabar, qu'est-ce que j'ai dans la tête, tu vois. C'est cet ennemi-là d'abord que je dois combattre. Mais ça veut aussi dire lutter avec mes camarades qui sont avec moi, tu vois. Parce que eux aussi, ils ont leurs contradictions, ils ont leurs problèmes, et eux aussi, ils incarnent pas tout le temps ce rôle révolutionnaire qui devrait incarner cet exemple révolutionnaire qu'on voudrait tous être des révolutionnaires parfaits. Mais on l'est pas. On l'est pas, on reste humain. Et même si on met tout l'effort du monde, et même si on passe tout notre temps à ne faire que ça, on ne sera pas parfait, tu vois. Mais c'est justement en étant dans cette lutte, dans ce conflit-là, et c'est pour ça que je te disais, on utilise le conflit comme une dynamique, comme une énergie pour justement s'améliorer et pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Ça fait partie de notre énergie militante, en fait, ces conflits-là. Et c'est là où je trouve bizarre, et je suis un peu choqué quand je vis en Europe, c'est parce que ces conflits ici, ils sont pas utilisés comme une énergie qui te permet de te renouveler, d'aller de l'avant, etc. Non, c'est vraiment un truc, comme tu disais tout à l'heure, de rupture. Du coup, ça coupe, ça sépare, ça bloque, ça fait des obstacles. Alors qu'en fait, si tu utilises correctement ce conflit-là, cette contradiction-là, ça te permet de surmonter des choses, en fait. Ça te permet d'améliorer certaines choses, tu vois. Et comment tu fais? Il faut justement, hein, parce que, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que avec notre pratique, on a développé une culture de la critique et de l'autocritique, où en fait aujourd'hui un camarade il vient et me critique, je vais avoir quelques secondes où je vais un peu le prendre dans l'ego, parce que tu vois, malgré tout, j'ai quand même un ego, dans le sens je suis pas imparfaite, tu vois. Je vais me sentir un peu vexé, me sentir attaqué, mais en me rappelant que d'où ça vient cette critique-là et pourquoi il me l'a fait, petit à petit aussi, j'ai développé ce truc-là où je sais que un camarade qui vient et qui me donne une critique, il me donne une critique, c'est un cadeau qu'il me fait, tu vois. C'est un cadeau qu'il me fait pour que moi j'aille de l'avant, en fait.
Et bon, alors ça c'est un peu difficile d'en parler comme ça en peu de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé et qu'on développe beaucoup dans notre pratique au quotidien et qui nous permet d'aller de l'avant justement. Et ça c'est quelque chose que je trouve pas du tout ici, tu vois. Si tu fais la moindre critique à quelqu'un, et bah c'est vraiment c'est la fin du monde, tu vois. Et si c'est une critique, c'est vraiment c'est quelque chose je veux t'exclure en fait. Tu vois, moi, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser au mouvement kurde, c'est que je trouve que dans le mouvement kurde, dans l'idéologie des personnes kurdes politisées, il y a des choses qui sont extrêmement progressistes, dont on n'a même pas encore idée dans la plupart des mouvements européens. Et donc, il y a précisément ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le fait d'accueillir la critique comme un cadeau et d'en faire quelque chose. Et l'autre chose, pour reboucler, pour finir avec le début de l'épisode, c'est le fait que l'existence de mouvements autonomes pour les jeunes et pour les femmes ne sont plus questionnés. J'imagine qu'ils l'ont été à un moment. Oui. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment ça a pu se mettre en place et pourquoi aujourd'hui ça ne fait plus l'objet de résistance, ou très peu peut-être, enfin tu nous diras. Et quand je vois en France à quel point, quand par exemple il y a des ateliers vélo, de réparation de vélo en mixité choisie entre femmes, quand il y a des festivals qui sont organisés pour des personnes racisées, avec certains ateliers qui sont réservés soit aux personnes noires, soit aux personnes arabes, à quel point il y a un lever de bouclier. Moi j'ai envie de leur dire, mais il y a des endroits, notamment chez les Kurdes, où c'est accepté, où ça fait partie du fonctionnement normal. Oui, alors il faut relativiser, je pense, parce que oui, c'est clair que c'est accepté. Maintenant, plus personne peut dire que ça n'a pas de sens, tu vois, par exemple. Plus personne ne peut dire que l'autonomie des femmes n'a pas de sens aujourd'hui, ou que l'autonomie de la jeunesse n'a pas de sens. Mais je pense que il faut voir aussi pourquoi les gens ils peuvent plus dire ça maintenant. Et ça, c'est des années de lutte. C'est des années de lutte, c'est des dizaines de martyrs en fait. Et du coup, il y a un poids aussi derrière tout ça, tu vois, qui fait que aujourd'hui ce serait irrespectueux de remettre ça en question. Malgré tout, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord, tu vois, hein. On va pas se mentir, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est normal, la société, elle est pas monolithique, tu vois. Il y a pas, tout le monde pense pas la même chose. Et c'est pas ce qu'on cherche non plus. Mais c'est vrai que maintenant, d'une certaine manière, on a construit une légitimité des autonomies. En particulier le mouvement des femmes, tu vois. Comme je te disais aussi au début de l'émission, tout le monde connaît l'autonomie des femmes du mouvement kurde. L'autonomie de la jeunesse, un peu moins. Parce elle existe depuis un peu moins longtemps, elle a été un peu moins théorisée et on en a beaucoup moins parlé aussi, beaucoup moins médiatisé. Maintenant, cette autonomie, elle va se créer autour de réflexions théoriques et d'une mise en pratique de ces réflexions théoriques. Aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est de l'autonomie des femmes, par exemple, ça va surtout s'illustrer et s'articuler, pas trop s'articuler, mais surtout s'illustrer autour de l'armée des femmes en fait. Voilà, les bataillons féminins, enfin que de femmes dans la guérilla par exemple, ça a été quelque chose, je pense, qui a marqué un tournant justement dans l'acceptation de l'autonomie des femmes. La création des YPG par exemple au Rojava, c'est quelque chose qui a chamboulé la société aussi. Et pourtant, c'est assez récent au final, tu vois, c'est quelques années, enfin, il y a moins de 10 ans. Moins de 10 ans, ouais. C'est ça. Mais, le fait de voir des bataillons de femmes monter au front, combattre, et souvent combattre mieux que les hommes, eh ben, tu peux plus après dire quoi que ce soit, tu vois. Et pourtant, au Rojava, voilà, le système patriarcal, la mentalité patriarcale, elle est très présente, tu vois. Mais voilà, quand c'est un peu ce truc-là de mettre des choses très concrètes sous le nez des gens et de la société qui font que après les gens peuvent plus, tu vois. On sait trop ce que ça veut dire en fait. On sait trop ce que ça veut dire. Mais après il faut aussi se rendre compte que c'est pas quelque chose qui s'est fait avec l'acceptation de tout le monde, etc. Tu vois. Au sein du mouvement, même au sein du PKK, ça a été une lutte. Le seul qui a toujours été avec les femmes pour l'autonomie des femmes et avec les jeunes pour l'autonomie des jeunes, c'est Abdullah Öcalan. C'est le seul qui a toujours été avec nous pour ces autonomies-là. Parce de nouveau, c'est un peu le génie de cet homme-là, c'est de sentir un peu certaines choses. Et des fois, il y a des leaders comme ça qui sentent les choses, tu vois, avant qu'elles arrivent. Et il a toujours milité pour l'autonomie des femmes, il a toujours milité pour l'autonomie des jeunes.
Mais après, voilà, évidemment, c'était des grandes discussions dans des congrès, plein de petites discussions à différents endroits, et plein de contradictions et plein de luttes internes aussi, internes au mouvement. C'est normal. Ça fait partie aussi de la dynamique d'une société morale et politique. On discute de ces choses-là et on les justement, c'est un conflit, tu vois, c'est ce conflit perpétuel qui nous permet ensuite d'articuler certaines choses, et en particulier justement ces autonomies-là. Par exemple, c'est intéressant justement de savoir que cette autonomie-là, c'est pas quelque chose qui existait dès le départ, tu vois. Non, comme tu vois justement. C'est quelque chose qui a été obtenu par la lutte. C'est ça. Mais la lutte au sein de la lutte, tu vois. Et ça, c'est une vérité, tu vois. Et c'est pas quelque chose qu'on se rend compte aujourd'hui. Le premier, tu vois, si aujourd'hui tu commences à découvrir la lutte kurde, puis tu dis, ah, mais il y a l'autonomie des femmes et l'autonomie des jeunes, etc. C'est génial. Et puis ça a toujours été comme ça. Ben, c'est faux, en fait. Ça, oui, c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est vraiment une des grandes victoires de notre mouvement. Mais, c'est un processus de lutte qui a permis d'amener ça. Et ça, je pense, c'est aussi une des grandes forces de notre mouvement. C'est cette capacité à se refaire, se recréer. Et comme je te disais aussi avant, toutes nos perceptions, toute notre idéologie, elle n'est pas dogmatique. Elle change, elle se recrée, elle se reforme au fil de la lutte, justement, au fil des réflexions théoriques et de la mise en pratique. Alors, je vais profiter du fait que on a donné beaucoup de sources pour rappeler qu'on a une newsletter qui est adossée à ce podcast, que vous pouvez retrouver sur le site Kessel, et sur lequel on va pouvoir mettre tous les liens. Et comme j'aurais pas besoin de les dire, du coup, il y aura pas de problème de prononciation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir retrouver tous les liens qu'on a évoqués et de pouvoir les consulter dans plusieurs langues. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que tu souhaitais ajouter? Ouais, je voulais juste te remercier, vous remercier avec votre podcast sur les luttes kurdes. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir parler de la jeunesse. On le fait pas beaucoup, du coup c'est très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.